Alors un grand merci à vous. Je vous donne mes objectifs de recherche. Bon, j'ai essayé de coller au cahier des charges. L'intervention en éthique, je me suis demandé si je savais ce que c'était, en me disant il y a peut-être une subtilité québécoise qui m'échappe, mais plus la journée avance et plus je pense, je vois que ça renvoie à ce que j'avais identifié au préalable. Et donc je souhaite ici m'interroger sur le rôle de l'intervenant en éthique. On a déjà abordé à plusieurs reprises cette question. Et moi, je vais me focaliser sur un contexte qui n'est pas forcément spécifique, mais je m'intéresse à l'ambiguïté, ou en tout cas, sur cette présentation, je vais m'intéresser donc à l'intervention dans un contexte plutôt riche en ambiguïtés de toutes sortes, et vous verrez lesquelles. Et l'idée peut-être de se demander comment, dans ce cadre-là, un intervenant peut aider à créer du sens, ou contribuer à la création du sens, voire peut-être, si c'est un désastre, participer à une opération de destruction du sens lorsque les éléments qui seraient nécessaires à cette création ne sont pas réunis. Et puis, ça c'est plutôt sous-jacent, mais j'ai dit que j'étais un gestionnaire humaniste, entre guillemets, ou en tout cas ouvert aux problématiques des sciences sociales. Je tenais finalement à faire passer un message, on va dire, de sous-estimation, essayer de sous-estimer l'importance de la rationalité, et ça c'est plutôt pour nous, spécialistes de la gestion, lorsqu'on essaye de comprendre les organisations, on introduit souvent de la rationalité. Alors on voit bien pourquoi, comme les économistes, c'est parce que c'est plus simple, hein, il y a une manière d'être rationnel et il y a des millions de façons d'être irrationnel. Donc, mais je trouve qu'en règle générale, dans toute la littérature managériale, on assiste, et dans d'autres domaines d'ailleurs, je pourrais donner un commentaire, un comparatif farfelu, mais dans le commentateur de la rencontre sportive, il y a une tendance à surestimer de façon outrancière la rationalité des actions humaines, du genre l'équipe attend la dernière minute pour pouvoir marquer et pour pouvoir gagner la coupe. Bon, ils attendent rien du tout, ils ont marqué quand ils pouvaient, au hasard, en fonction des circonstances du jeu. Et quand on parle des dirigeants, quand on traite des actions, des mérites des dirigeants, certains sont complices de cette folie, ces illusions, en disant oui, moi j'ai tout compris avant l'heure, je savais que le monde allait s'orienter vers telle ou telle thématique, tel domaine, et je suis un visionnaire. C'est toujours facile de le dire après coup, c'est beaucoup moins simple de le garantir en amont. Donc essayer de tempérer cette surestimation, et puis aussi s'interroger, comme on l'a déjà fait, sur le concept de réalité, sur la façon dont il peut se construire. Alors je suis très heureux d'avoir pu écouter les précédentes interventions. Il me semble que pas mal de thématiques qui ont été évoquées seront reprises ici, sans doute avec un vocabulaire différent et de façon moins habile, je le reconnais certainement, mais la dimension narrative, la littérature, la recherche du sens, le rôle du responsable, de l'intervenant en éthique, le fonctionnement du comité d'éthique, un certain nombre de choses, je pense que vous les retrouverez. Et j'ai été heureux de voir qu'il y avait un fil rouge assez cohérent entre l'ensemble de nos interventions. Alors, gestionnaire ouvert aux sciences sociales, mais gestionnaire qui est vice-président. Alors j'ai compris grâce à Alice que c'était vice-recteur ici. Alors nous, les recteurs, c'est pour les académies. Et donc j'avais bien anticipé ce colloque et je m'étais dit depuis de longs mois qu'il fallait que j'avance et que je n'attende pas la dernière minute. Mais bon, ça reste un travail inachevé. Ça viendra peut-être parachever ma métaphore de l'ambiguïté et du doute omniprésent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire autour des concepts que je voulais évoquer avec vous. Alors le plan de ma présentation, c'est en 4 temps. J'aurais dû les cadrer en 2 grandes parties et 2 sous-parties pour me mettre aux normes de certains collègues juristes, mais pas du tout, ça sera 4 parties. Donc un cadrage conceptuel, je dirais plutôt mes influences autour de l'ambiguïté de la réalité, et comme l'évoquait Gilles, c'est plus effectivement grappillé un peu partout, et puis une littérature énorme. J'ai aucune prétention à l'exhaustivité, simplement un focus sur des choses qui m'intéressent, ou en tout cas sur lesquelles je souhaitais revenir, un peu comme l'ivrogne qui perd ses clés et qui va les chercher sous le lampadaire parce qu'il sait qu'il y verra clair. Donc la réalité, bien sûr, de la littérature ne s'y retrouvera pas, c'est juste un focus habile au fur et à mesure des lectures que j'ai pu développer.
Je vous décrirai ensuite le cas exploré qui servira d'appui pour l'analyse des ambiguïtés que j'ai pu rencontrer lors de cette intervention. Et puis j'essaierai fort modestement d'esquisser quelques leçons pour le management, le manager, la compréhension de l'organisation. J'éviterai les leçons pour optimiser l'efficience, même si en gestion on s'intéresse beaucoup à ça. Voilà ce que je vous propose, en espérant pouvoir à chaque fois dégager l'essentiel, et puis bien sûr on pourra échanger ensuite. Alors le cadre conceptuel, c'est fort immodeste d'appeler ça comme ça, plutôt les influences conceptuelles. J'ai choisi, il y avait sans doute bien d'autres angles d'attaque possibles, j'ai choisi de mobiliser ces questions d'ambiguïté, peut-être aussi par goût personnel, depuis longtemps, autour de ces questions. Lorsqu'il survient un incident, on se demande toujours si c'est prévu ou non, si c'est normal que la rame de métro s'arrête, pour combien de temps, est-ce que c'est un exercice d'alerte, est-ce que c'est faux, bon, on se pose en permanence des questions sur la réalité, et bien évidemment mon défi va être de transposer ça au niveau organisationnel. Alors je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à m'intéresser à ça, et fort modestement par rapport à d'autres grandes références, j'ai lu avec beaucoup de plaisir les travaux de Jim March autour notamment du modèle de la poubelle, qui montre que l'ambiguïté est omniprésente dans les organisations, selon les participants, selon les thèmes abordés, selon le contexte. L'histoire peut être déformée, reconstruite. On a l'impression que finalement peu de choses sont stables, même si ce modèle traite de décisions dans un cadre particulier, des organisations anarchiques. Je pense que dans le contexte organisationnel, il y a beaucoup de circonstances qui rendent difficile la prévisibilité des actions, des stratégies. Je souhaite aussi mobiliser la référence au management vu comme un mythe. March habilement évoque un certain nombre de mythes autour du management, la surestimation des héros, la sous-estimation du hasard, l'efficience historique, comme quoi ce sont les entreprises les plus efficientes qui survivent. C'est peut-être parfois celles qui ont les moyens de contourner la législation qui vont survivre, pas forcément les meilleures, c'est pas toujours évident. Donc je voulais aussi bien sûr faire référence à ces éléments qui me semblent empreints d'une grande sagesse. Au fond, plus que de vouloir s'emballer à toute vitesse pour des recettes miracles autour du management, c'est sans doute la compréhension du contexte et l'intuition qu'on peut avoir sur le fait de bien agir qui pourrait être intéressante. Donc d'où l'importance notamment des apports des collègues de sciences sociales. Alors je mobilise, comme je parle de construction de sens, c'était un peu inévitable, un auteur qui s'appelle Weick, je ne sais jamais comment on le prononce, j'ai déjà demandé à plusieurs Américains, mais comme il est d'origine autrichienne, je crois qu'il y a une difficulté j'ai bien compris qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, donc c'est sans doute une construction sociale de la réalité. Si tout le monde l'appelle d'une manière particulière, on finira par tous le dénommer de la même manière. Donc un travail extrêmement intéressant, non pas sur le résultat, c'est-à-dire l'organisation, mais sur les processus qui conduisent au résultat, sur l'organisant. Et donc ici, ça sera un processus de formalisation d'une charte, ou en tout cas d'un document d'éthique. Weick insiste beaucoup sur l'incohérence, d'ailleurs parfois les désastres qui conduisent à une suite d'incohérences dans les organisations, et sur les ambiguïtés autour des processus de changement, d'adaptation. Ce qui me frappe dans les travaux de Weick, c'est l'idée de pouvoir arriver à une vision incertaine, équivoque de ce qu'on appelle la réalité. Cette réalité se construit, elle est construite par les acteurs avec un certain nombre d'interactions permanentes, mais au fond c'est plutôt la plausibilité qui est recherchée que la précision. On ne sait pas s'il y a une seule réalité, certainement pas. Ce sont des perceptions, mais en se forgeant des perceptions, en se représentant la réalité, on lui donne des effets bien réels et on construit cette réalité. L'organisation est donc vue comme un système de réception,
de construction, traitement d'une information équivoque. Et aujourd'hui, ces informations sont surabondantes, multiples, vont dans toutes les directions, et la difficulté est d'avoir un filtre et de retenir ce qui va compter. Et ce filtre conduit forcément à finalement biaiser ce qui pourrait être une réalité incontestable vue de l'extérieur ou objective. Chacun finalement se forge sa propre perception. Le sense-making, bien évidemment, a un certain nombre de propriétés que l'on retrouvera, en tout cas j'essaierai d'appliquer ici, notamment l'importance de la dimension sociale, le caractère continu, les interactions en continu, la récursivité, ce qui fait que tout est un peu dans tout, on revient avec une confusion entre ce qui est en amont, ce qui est en aval, mais on voit aussi l'être humain comme quelqu'un en recherche permanente de repères, comme un détective privé qui chercherait à reconstituer et qui est en veille permanente dans son environnement pour trouver des repères qui permettraient de le rassurer, de lui donner des éléments finalement lui permettant de reconnaître la nature de ce qu'il est en train de vivre, de ce qu'il subit. Et donc la plausibilité plutôt que la précision. Après tout, ce qu'on appelle la vérité, ça fonctionne encore plus si c'est plausible, peu importe si c'est une vérité vraie, avérée. Et hélas, parfois, les médias, le rôle des médias n'est pas exempt de responsabilité dans la façon dont on entretient des croyances auprès de l'opinion publique sur la peur de l'autre, la violence de telle ou telle catégorie de population. Je ne parle pas que des cadres. Et donc, c'était pour moi intéressant d'avoir ce corpus. Alors, même si on s'éloigne d'une dimension purement sociale et puis d'une vision originelle du sense-making, j'ai aussi beaucoup apprécié une lecture d'une référence relativement récente sur la notion de sense-making écologique, qui montre que l'organisation est imbriquée dans son environnement et qu'au fond, il est nécessaire de comprendre la complexité de cet environnement pour essayer de réduire une certaine vulnérabilité naturelle. Je pense que les organisations aujourd'hui sont à la recherche de points de repère, cherchent à sécuriser la question de leur responsabilité sociale, la question de leur engagement éthique, et elles ne comprennent pas forcément très bien leur environnement, ou en tout cas elles n'y sont pas trop préparées. Et on peut imaginer que les organisations qui seront à l'aise avec la compréhension de ces exigences seront sans doute plus résilientes que les autres. Ça ne les prendra pas au dépourvu. Alors comme l'évoquait Gert autour du rôle de l'éthicien, ça a au moins le mérite de traiter des débats en amont, peut-être d'ailleurs de prévenir le fait que certains dilemmes puissent être exposés en place publique sans qu'on y soit préparé. Donc une vision, alors même si ça échappe forcément pas à un effet de mode, je pense une vision intéressante de compréhension de l'organisation dans son environnement, avec aussi un ancrage sur la narration, le conte. L'article commence par un conte ethnographique qui raconte dans le Grand Nord, je ne sais pas si c'est canadien ou du côté Alaska, qui raconte l'aventure d'une ethnographe qui voit sa vie sauvée par un Amérindien qui connaît les dangers de la nature et qui lui permet de lui sauver la vie. Sans lui, elle l'aurait perdu. Et ce qui fait qu'il lui sauve la vie, c'est qu'il connaît, il sait que le matin, même en été, les rochers peuvent garder des cristaux de gel et qu'il est absolument proscrit de marcher au bord d'un torrent lorsque l'eau est à 2 degrés. Et donc il se méfie du comportement de cette Américaine et il arrive à la repêcher de l'eau, il lui enlève tout de suite tous ses vêtements au risque de la choquer à jamais, mais il lui enlève ses vêtements, il la frictionne et si elle les avait gardés en 5 minutes, elle risquait de décéder. Donc cette sagesse qu'on retrouve dans la culture amérindienne, qui est la compréhension du monde, la façon dont il fonctionne, le maintien de l'harmonie, on peut imaginer qu'avec la révolution industrielle, beaucoup d'organisations de masse ont totalement oublié les leçons peut-être ancestrales qui convenait d'appliquer. Et bon, je trouve que c'était intéressant de renvoyer à ça. Et puis dernière référence, en tout cas consciente, et je souhaitais montrer ici, c'est l'importance du hasard. Alors ça fait toujours rire quand on dit, bon, c'est ce que dit March quand il traverse la business class dans un avion, il considère que
pour lui, ce pas des gens qui ont du mérite, c'est des gens qui ont de la chance. Ceux qui se retrouvent à faire le vol avec un lit, je penserai aussi que mercredi, quand je repartirai, ce sera des gens chanceux parce qu'ils auront un lit entier pour dormir. C'est pas parce qu'ils le méritent, c'est parce qu'ils ont subi positivement une suite d'événements positifs qui les conduisent à ça. Il a essayé de mener des enquêtes de toutes sortes pour savoir ce qui expliquait la réussite des cadres, et en fait, à part la chance, il ne voit pas très bien quels facteurs on pourrait mobiliser. Et je trouve ça intéressant d'en être conscient. Peut-être que c'est surestimé, mais on a souvent tendance à minimiser le hasard et l'aléa. Donc l'importance du hasard, on le retrouve dans un courant qui est l'écologie des populations, qui est peut-être un peu passé de mode à présent, ou en tout cas il a été refondé avec la théorie néo-sociologique, théorie institutionnelle, pardon, néo-institutionnelle en sociologie. On le retrouve peut-être aussi à travers l'évolutionnisme, mais autour des travaux, notamment à la fin des années 70, de quelques grandes références, c'était l'idée que finalement ce qui déterminait le succès d'une organisation, c'était de pouvoir proposer quelque chose au bon moment. Après tout, que le produit, le film par exemple, soit bon ou non, c'est peut-être pas si important que ça, il arrive pile poil au bon moment, et pour maîtriser ça, bon, à part le caractère devin de celui qui va le lancer à tel moment, on est bien démuni. Je voulais vous parler d'un auteur, alors je suis content qu'il y ait eu parfois quelques références à la littérature, parce qu'une de mes grandes idées, pour l'instant ça s'est traduit par 0 publication, mais mon idée est de pouvoir moi aussi investir cette utilisation d'un pont, cette construction d'un pont entre la littérature et le management, et je suis assez amateur d'un écrivain qui s'appelle Paul Auster, qui est new-yorkais, et l'idée est de pouvoir transposer dans un cadre organisationnel les errances que subissent les personnages des romans de Paul Auster. Alors j'ai appelé ça la musique du hasard, ça fait référence à The Music of Chance, qui est le titre original. L'idée de pouvoir finalement établir des comparatifs entre littérature et recherche en management n'est pas neuve. March a rédigé un ouvrage formidable autour du leadership à partir de la mise en scène de leaders de romans, de grands personnages de romans, donc de la fiction. On retrouve ça notamment dans l'ouvrage que Weil a coordonné avec lui. David Lodge, en écrivant Pensées secrètes, met en scène une rencontre entre un spécialiste de sciences cognitives et une romancière, et on imagine bien qu'ils ont beaucoup de choses à se dire, entre celle qui imagine la vie des autres, qui reconstitue des dialogues imaginaires, qui doit donc intuitivement disposer de compétences dans ce domaine, et puis celui dont c'est justement l'activité professionnelle, hein, pouvoir concevoir le comportement humain, de mieux le comprendre, voir comment on acquiert des connaissanses, comment on gère des émotions. Et puis pour en revenir avec, vous voyez qu'il y a des mises en abîme dans la présentation, l'incendie de Mangulch repose entre autres sur l'analyse d'un ouvrage d'un best-seller de Maclean qui avait relaté ce drame de la disparition d'une douzaine de pompiers dans le Montana dans les années 60 ou 50, je ne sais plus, 50. De même, un de mes auteurs favoris, Freeman, parle parfois et de façon abondante de la dimension narrative en management, hein, du fait que le management sert aussi à raconter des histoires. Et je pense que les acteurs de toutes sortes aiment qu'on raconte des histoires. Alors, qu'on leur raconte des histoires, ça c'est pris à double tranchant. Les entreprises aussi, quand elles parlent d'éthique, racontent une histoire. Quand vous consultez des rapports de responsabilité sociale ou une reddition des comptes sur ce plan-là, c'est une mise en scène totalement surréaliste, hein, d'un monde parfait où les experts de toutes sortes viennent témoigner de l'intégrité des engagements. Je pense que même, sans trop me tromper, on peut trouver autour d'Enron des grands spécialistes venir glorifier la conscience de l'entreprise avant la crise qu'elle a dû subir. Donc, cette dimension narrative, on peut la trouver, je pense, pour la recherche, nous aussi, sans que ça soit de la manipulation, bien sûr, mais quelque part, on raconte tous une histoire et le courant critique met en avant, je crois que Gilles, par certaines références, peut mettre en avant les travaux autour de la souffrance, les travaux de Foucault ou des choses comme ça. Donc,
une certaine harmonie, une certaine cohérence. Et puis l'idée est donc de voir la littérature comme un support. Il est parfois difficile de récupérer des données en entreprise, en organisation, et on a tout un pan de littérature qui peut être intéressant pour finalement des travaux. Donc la métaphore peut être utilisée. Là, je vous ai mis quelques références relativement récentes concernant l'usage des métaphores en théorie des organisations pour mieux comprendre la vie des entreprises. Alors quelques thèmes, si on se centre sur Paul Auster, quelques thèmes qui me semblent intéressants, ou en tout cas qui trouvent un écho dans la vie de l'entreprise. La quête identitaire, la réflexion axiologique. Alors j'assistais à la présentation du poster, des affiches, pardon, ici, d'une affiche autour de la construction de valeurs. Je pense que cette communauté là, cherche des valeurs pour clarifier son éthique, donc elle se cherche. Peut-être que c'est difficile au niveau individuel pour quelqu'un se chercher, ça passe par toute une série d'apprentissages, d'expériences tout au long de sa vie. Pour les organisations, bien sûr, on peut imaginer qu'il en est de même, et en tout cas autour de l'éthique, c'est bien cette question de l'identité qui ressort. Vous verrez dans le cas. La recherche du sens avec la conscience que parfois, en fait, on agit et on réfléchit ensuite. L'action précède la réflexion. Ça nous arrive aussi dans nos vies quotidiennes quand on doit choisir et qu'on est obligé de faire un choix. On fait un choix et ensuite on essaye de rationaliser en expliquant pourquoi consciemment on a choisi ça. L'importance du hasard, on le retrouve dans l'œuvre de Paul Auster, notamment lorsqu'il dit pour lui que la vie peut être vue comme une somme de faits aléatoires, et puis l'ambivalence, l'ambiguïté omniprésente dans ses ouvrages. Le doute est toujours présent, il y a des histoires dans l'histoire. Le personnage peut prendre le nom du romancier, avec une activité différente. On ne sait plus si c'est autobiographique ou totalement imaginaire. Les fins elles-mêmes sont ambiguës, il n'y a pas vraiment de fin, on peut avoir plusieurs interprétations. Bon. Autre thème traité largement, la notion d'imbrication, les histoires dans l'histoire, la mise en abîme, là, comme la vache qui rit, pour ceux qui... J'ai appris que les Québécois étaient très fans de fromage. Alors le fromage, peut-être celui qui est né de l'exploitation de déchets du comté, là, la vache qui rit, la crème de chute de comté, le logo vache qui rit contient une mise en abîme. On trouve la boucle d'oreille de la vache renvoie à la même image, et ainsi de suite, à l'infini. Il a un jeu de miroir, et ça fait référence à trois autres ouvrages de Paul Auster, la trilogie new-yorkaise, où ça se trouve dans New York avec des miroirs, des cités de verre, là, des glaces à l'infini, où finalement les acteurs sont démultipliés. Donc je souhaite transposer au niveau organisationnel ces thématiques. Alors le cas que je vais vous présenter, c'est un cas, alors j'ai choisi d'anonymer le nom de l'entreprise, mais c'est une anonymation qui est moyennement pertinente. On pourra très vite trouver de quelle entreprise il s'agit, mais ça n'a pas non plus beaucoup d'importance, et au moins j'aurais fait l'effort de cacher le vrai nom. Je ne suis pas certain qu'il serait emballé à l'idée de pouvoir faire l'objet d'une expérience dans ce type de rencontre. C'est un laboratoire donc, de biotechnologie créé au milieu des années 90 en France. Sa création est due à une crise majeure de santé publique ayant touché le traitement du plasma. Ce laboratoire développe, fabrique, commercialise des médicaments pour des pathologies graves, souvent rares. Ça fait partie de leur vocabulaire usuel. Donc parfois c'est un dilemme éthique de savoir s'il faut développer des programmes de recherche pour une maladie qui touche une personne sur 100 milliards. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Et bien évidemment, ça fait partie des dilemmes existentiels dans l'ADN de cette entreprise qui est numéro 1 en France dans le domaine, numéro 5 dans le monde, un chiffre d'affaires de 466 millions d'euros, près de 80 millions consacrés à la recherche, près de 2000 collaborateurs dans le monde. Donc une entreprise d'envergure sur un domaine très pointu, un savoir-faire très pointu, notamment une certaine fierté française pour certains médicaments, certaines molécules, etc. Je ne sais pas si on peut parler de molécules, parce que
je n'ai pas forcément toujours saisi la spécificité de leur métier. C'est une entreprise qui avait un statut public, un groupement d'intérêt public, qui est devenue société anonyme à partir de 2006. Et bien sûr, dans ses gènes se pose la question de l'identité. Est-ce qu'en devenant une entreprise comme les autres, on ne va pas retrouver une logique business avant tout, une logique managériale avant de se dire qu'on est là pour répondre à des besoins de santé. Cette entreprise a développé, alors à partir de 2009, disons que le rapport de RSE a été élaboré en 2010 et concernait l'année 2009, et c'est à partir de 2010 que cette entreprise se structure avec l'embauche d'une responsable développement durable. C'est le terme qui a été utilisé pour qualifier sa fonction. Donc en 2010, cette personne diplômée d'un master de La Rochelle, je crois, en développement durable, a vu cette fonction se créer. Elle l'occupe en se demandant d'ailleurs pourquoi c'est développement durable, pourquoi pas responsabilité sociale ou d'autres dénominations. Alors, la spécificité de ce labo-là, de Lab, c'est qu'ils cherchent à se doter d'un contenu éthique, mais à leur création, on leur a imposé un slogan, une devise, l'engagement éthique. Donc, ils ne partent pas de zéro, il y a déjà, sur tous les documents connu de tous, le slogan qui était dû à la crise précédente où on s'interrogeait justement sur la notion d'éthique et en tout cas sur le fait que certains responsables ou voire par ailleurs des élus politiques de haut niveau aient pu être complices d'un scandale majeur. Donc l'engagement éthique pour commencer. On ne demande qu'à faire confiance. Et puis ensuite, pendant des années, cette éthique est restée informelle, à part ce slogan. Elle a été vécue de façon individuelle, chacun se l'est approprié à son niveau, en y mettant finalement le contenu qu'il souhaitait y mettre. À partir de 2010, l'entreprise ou en tout cas le dirigeant et d'autres hauts dirigeants, ont ressenti la nécessité d'y mettre un contenu collectif, un contenu commun. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière notre slogan de l'engagement éthique? Alors quand j'ai été approché, j'ai dit c'est pas si mal, il y a déjà quelque chose, hein, ça renvoie... C'est un premier pas, mais c'est un peu surprenant de voir que pendant 20 ans ou 15 ans, on puisse avoir un slogan, mais qu'on s'interroge 15 ans après sur ce qu'on peut y mettre. Un peu étonnant. Alors pour ça, ils ont décidé de réunir un groupe de travail, de créer un groupe de travail, un comité éthique, une commission d'éthique, d'une quinzaine de personnes pour formaliser, c'était la commande, aboutir à la formalisation d'une charte. Alors j'ai mis des guillemets parce que c'est ainsi que la demande a été formulée, mais avec ignorance de pourquoi charte, code, pourquoi pas principe d'action, credo ou autre dénomination, pour formaliser donc l'engagement éthique. Donc vous voyez, il y a des personnes qui représentent différentes directions, il y a une volonté d'équilibrer, on imagine tout le savant arbitrage politique qu'il a fallu faire pour que personne ne soit exclu. Il y a le DRH, il y a un représentant du personnel, bien évidemment. C'est présidé par la directrice des affaires médicales et le secrétariat, c'est la responsable développement durable qui l'assure. Donc le groupe s'est réuni à partir de 2000 jusqu'en 2012, sur quasiment près de 2 ans, une bonne dizaine de réunions. Moi j'ai été approché une première fois en octobre 2010, et puis on en est resté là. Si on a besoin de vous autour de ce groupe, est-ce que vous seriez prêt à intervenir? Et puis les mois ont défilé, un deuxième contact c'était en janvier, un troisième en février, et puis ils ont décidé de se faire accompagner. Donc j'ai donné mon accord pour participer à l'écriture, en tout cas à l'accompagnement de l'écriture de cette charte. Mais vous voyez que je suis arrivé après déjà plusieurs mois d'échanges du groupe de travail. J'ai pris un peu les choses en route. Et donc, nous avons organisé des rencontres avec la responsable développement durable, avec la directrice des affaires médicales, puis avec le groupe de travail, une rencontre au sommet. Et on devait lancer la charte en janvier 2012. Et en y repensant, c'était, je crois, 3 mois d'échanges pour aboutir à la charte. C'est totalement illusoire, c'est un temps beaucoup trop réduit. Alors, au final, c'est quoi? C'est plus de 2 ans de tâtonnement, parce que c'est comment on définit les termes. La question de Gilles était assez évocatrice du fait qu'en France, on s'interroge beaucoup sur ce qu'on met derrière les différents termes d'éthique, de morale, de déontologie. Et donc là, il y a eu plusieurs réunions pour appréhender ces questions.
plusieurs tâtonnements pour savoir comment impliquer d'autres personnes autour de l'entreprise, des prises de parole pour dire il faut y mettre ça, et puis pas dire comme ça. Bon, vous imaginez bien les aléas autour de ce fonctionnement. La charte a été prévue, alors d'abord son lancement devait être en septembre 2011, repoussé en janvier 2012, puis en septembre 2012, et elle n'est toujours pas sortie. Elle est écrite, mais apparemment, une fois écrite, elle est sans doute plus d'actualité. En tout cas, tout au long de l'année 2012, tout le processus a été ralenti. Moi, ma mission était terminée. Et le laboratoire a mis un gros coup de frein sur sa communication autour de l'éthique et de la RSE, a rencontré des difficultés économiques. En interne, sans doute, la crainte d'aboutir à un document qui tombe complètement à plat par rapport aux préoccupations des collaborateurs et peut-être aussi en termes de réputation externe. C'est un laboratoire, je ne l'ai pas signalé, qui jouit d'une bonne réputation auprès des milieux médicaux par rapport aux concurrents, notamment. Donc, pour le coup, l'engagement éthique n'est pas totalement dénué en tout cas de raison, si on en juge par la perception que l'entreprise génère auprès des spécialistes. La charte est toujours bloquée sans qu'on sache toujours pourquoi, quelle en est la raison, ni jusqu'à quand. La responsable développement durable, qui il y a quelques semaines m'avait donné des nouvelles de l'avancée des choses, m'a dit il faut être optimiste, ça sortira, mais on ne sait pas quand. Bon, moi je me suis dit, si c'est 4 ans après, ça sera plus forcément adapté. Alors je voulais, une fois avoir planté ce décor, vous donner quelques réflexions sur les ambiguïtés de toutes sortes qui entourent cette intervention. D'abord, sur le sens qu'on va donner à la démarche. Quand on est saisi, quand on est intervenant et qu'on nous dit on a besoin de vous pour un accompagnement à l'écriture d'une charte, d'un document, on va dire, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va parler d'éthique, de déontologie, de développement durable, de RSE, là où en France règne une très grande confusion, où on utilise plutôt d'ailleurs le terme développement durable, on n'aime pas trop utiliser le terme d'éthique, alors morale n'en parlons pas, là c'est... Et pourtant le premier ouvrage en France, en tout cas, c'était Destin de l'entreprise, morale de l'entreprise, destin de la nation. Bon, ça fait d'un autre âge, on n'oserait plus parler de ça. Donc grande confusion, l'Union européenne dit que la RSE c'est l'application aux entreprises du développement durable, des choses comme ça, donc un peu difficile de s'y retrouver. C'est peut-être entre déontologie et le reste que l'on arrive à faire la part des choses, mais sinon, comme les Français n'aiment pas parler d'éthique, ils parlent de développement durable ou de RSE en disant sociétal, ou moi c'est social, moi c'est sociétalo-économico, je sais pas quoi. Chacun y met ce qu'il veut. Dans Lab, on n'y a pas échappé. D'abord, si je pense que le groupe, en tout cas les représentants du groupe sont venus m'approcher, c'est qu'ils étaient perdus par rapport à ça. Ils avaient pourtant fait intervenir d'autres spécialistes et peut-être des experts qui le sont davantage que moi pour se positionner, mais bon, il n'y a pas une réalité absolue et sinon on l'aurait trouvé, comme là, ça a été très bien évoqué ce matin, notamment lors de la première intervention, on trouve un petit peu de tout dans chacun des termes autour de droit, moral, éthique, déontologie, responsabilité sociale. Donc difficile d'arriver à grands traits et dire voilà, c'est comme ça, vous n'avez qu'à suivre, donner le là, c'est pas si évident que ça. Et surtout, la question, l'ambivalence portée sur le contenu. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent un document avec des valeurs, comme ça a été présenté tout à l'heure dans la fiche, là, et on ne parle pas de règles, ou au contraire, que des règles, ou bien c'est les responsabilités de l'entreprise qu'on va formaliser. Donc le point de départ était de dire on veut tout. Ça tombe bien, pouvoir trouver une manière. En France, il y a plusieurs entreprises qui, dans un même document, communiquent sur tout. Il y a des valeurs, il y a des responsabilités, il y a des règles. C'est l'innovation, la créativité, puis après, l'obéissance, en gros. Dans un même document, je ne sais pas comment on fait pour s'en sortir. On veut vous discipliner, mais aussi susciter vos talents insoupçonnés, trouver un cadre qui permet d'épanouir. Et puis, mais si vous avez un cadeau qui dépasse 1,50 €, alors il faut remplir une note. Bon, vous voyez bien les problèmes que ça pose. Alors bien sûr, ça m'a donné l'occasion de mobiliser, je vous remets le tableau ici, j'avais travaillé pour ma part sur la formalisation de l'éthique, et donc j'avais, à partir de l'analyse de
une cinquantaine de codes, de documents de toutes sortes, montraient que dans un même document, ou dans plusieurs documents parfois, on trouvait des valeurs, des principes d'action ou des responsabilités, et des règles de conduite, et qu'à chaque fois, la logique était différente. En tout cas, le mode d'animation pouvait être différent, devait être différent. On retrouve une logique, on va dire, culturelle, axiologique avec les valeurs, où on cherche à susciter l'adhésion de tous. Principe de responsabilité ou d'action, là cette fois c'est l'employeur qui parle et qui rassure toutes ses parties prenantes. Et puis les règles de conduite, c'est vous, collaborateurs, vous devez répondre à un certain nombre d'obligations et on va annexer ça à votre contrat de travail. Les valeurs de Lab ont émergé des réflexions du groupe de travail. Alors vous voyez que c'est d'une originalité folle. Le respect, la transparence, l'intégrité, la solidarité. Alors peut-être qu'on trouverait plus la responsabilité dans d'autres entreprises, mais on trouve à peu près les mêmes choses d'une entreprise à l'autre. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait effectivement un processus où ces valeurs puissent émerger et représenter vraiment l'identité de l'entreprise. Et là, c'est vrai que c'est en tout cas les quelques personnes du groupe de travail, à partir d'enquêtes, de mini-enquêtes, avaient essayé de faire émerger ce qui pourrait être les valeurs fondatrices, en tout cas de référence. Les parties prenantes ont été identifiées. Ce n'était pas aussi simple compte tenu de la spécificité de l'activité, notamment les groupes d'intérêt autour des associations de patients, les donneurs, parce que c'est une entreprise qui ne peut fonctionner que grâce aux dons. En France, c'est gratuit. Aux dons des personnes qui font don de leur sang et sur lequel, à partir duquel on en tire des traitements, des médicaments, etc. Donc bon, pour le reste, c'est relativement classique. Alors, ici, l'idée que la première des parties prenantes de l'AP, ce sont bien sûr les patients, mais l'actionnaire, c'est l'État. On retrouve, bon, en France, même quand c'est une société anonyme, bon, c'est quand même l'État qui a la main. C'est une activité sensible. L'idée est de pouvoir se dire, bon, selon la nature de la formalisation, selon que c'est des valeurs, des principes, des règles, un mixage que l'on pourrait inventer, un mix, un cocktail entre ces trois dimensions, il va falloir ensuite que vous pensiez à un système d'animation. Et bon, l'éthique formalisée, c'est pas tout. Si vous mettez en place un système d'alerte, de dénonciation entre guillemets, je donne un exemple fictif, ça veut dire qu'il faut mettre en place un système de vérification, de contrôle. Donc selon les éléments identifiés, bien évidemment, la structuration va concerner la fonction RH ou le département développement durable, ou RSE, ou la dimension juridique. Ambivalence sur le sens donné à la démarche 2, parce que j'ai déjà commencé à l'aborder. Donc au départ, c'était valeurs et règles, et puis en évoluant au comité de direction, en échangeant, les règles ont été repoussées, mais souvent en France c'est le cas. On les a laissées de côté, on a dit non, ce qu'on veut en fait c'est un document uniquement tourné sur les valeurs axiologiques. Pouvoir demander, les Français ont horreur qu'on leur rappelle des règles, donc dans un même document entre valeurs et règles, c'est pas possible. Donc vous voyez le problème de positionnement pour la dimension déontologique. Le seul peut-être qui fonctionne pas trop mal, ce sont les codes de déontologie au sein des professions, où il y a vraiment une dimension quasi légale de l'engagement déontologique, mais sinon une déontologie propre à une entreprise, c'est très très mal vécu. En tout cas, on ne sait pas comment l'animer après. On ne peut pas sanctionner, on ne peut pas obliger à certifier. Bon, une entreprise comme IBM, notamment, a énormément de mal à faire appliquer ces directives qui sont applicables dans le monde entier, ces directives en France, parce que même les plus hauts cadres renvoient un mot de refus, donc je refuse de signer ces principes de conduite. Et puis la charte, l'appellation a été supprimée. Au début, c'était la charte de l'engagement éthique. Et l'intitulé final sera notre engagement éthique si le document voit le jour. Question concernant l'engagement du dirigeant. Il a lancé le groupe et les réflexions. Pour lui, c'est extrêmement important. Ça m'a été rappelé à plusieurs reprises. Mais pour autant, quelle est la nature de ses convictions profondes? On n'en sait rien. Pourquoi il a considéré que c'était urgent de mettre un contenu derrière son slogan? Est-ce qu'il pressent des scandales futurs? Est-ce qu'il a connaissance de dérives pour lesquelles il faut agir? Bon, voilà, c'est resté extrêmement ambigu.
De même, est-ce que c'est une démarche totalement sincère ou est-ce que c'est de l'habillage, de la mise en vitrine? On peut se poser la question, c'est peut-être d'ailleurs souvent un peu des deux dans les organisations, mais j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur la sincérité de ces convictions, et moi je ne l'ai jamais rencontré, et c'est le groupe de travail qui ne peut que faire état d'un certain nombre de choses, et parfois le doute est également partagé par la directrice des affaires médicales, par la responsable développement durable. Est-ce qu'il a conscience des enjeux de son engagement? Rien n'est moins sûr. Comme il ne connaît pas très bien ce domaine, il a pensé se dégager de ses responsabilités avec un groupe de travail qui pourrait se reconstituer ensuite en comité d'éthique. On pourrait inviter Gert pour assurer une caution extérieure, hein, pourquoi pas. Donc est-ce qu'il a ça en tête? Bon, bien évidemment, on n'en sait rien, et plutôt non. Donc, alors, oui, vous voyez, je suis gestionnaire, c'est-à-dire qu'il fallait, c'est un défi qu'on a entre nous, il faut toujours qu'on case, qu'on case un schéma là, comme ça, il y a 4 cadrans, c'est super pratique. Si on avait 15, on dirait, j'ai pas l'espace pour vous montrer. Bon. Donc là, il y a 2 dimensions, on a voulu simplifier le monde, hein, c'est on communique ou pas, on s'engage de façon profonde ou superficielle, et hop, vous avez 4 types de positionnement éthique, de démarche éthique, et donc ici on ne sait pas trop où on en est. C'est forcément pas uniquement de l'éthique démagogique, c'est pas de l'éthique contrainte, c'est un peu de tout ça. Il y a un peu d'inspiration, un peu d'éthique tacite, on l'a vu. Bon, donc on est peut-être au croisement de tout ça, et comme souvent quand on est dans la réalité et qu'on vient avec des grilles préconçues qui semblent miraculeuses, on a bien du mal à les appliquer. C'était pas mon but, c'était juste un clin d'œil que je voulais vous donner. Autre ambiguïté, comment fonctionne le groupe de travail au sein du groupe? C'est un processus extrêmement long, 2 ans. Alors, j'ai trouvé intéressant, j'avais récupéré les comptes rendus des premières réunions. La première réunion, la conclusion, c'est tout le monde est enthousiaste, ça s'est super bien passé. Et puis à la deuxième réunion, il y avait déjà une interrogation sur le choix de la date parce que les gens étaient plus disponibles et que ça avait été reporté. Donc vous voyez, c'est bon, on a du mal. Alors le thème de l'éthique n'est pas forcément d'ailleurs en cause. Hein, ça venait sur d'autres activités. Et quand ils ont vu qu'il y avait une réunion par semaine, bon, il y a un frein. Donc c'est long, c'est incertain, ça décourage. Participation fluctuante. Il y a des gens qui partent en 2 ans, qui vont voir ailleurs, d'autres qui arrivent, qui remettent en cause tout ce qui était fait jusque-là. Bon, un débat sans fin sur le sens des termes, même après 1 an et demi, je me souviens d'une joute avec un des membres du groupe sur la notion de responsabilité, dans lequel cette personne mettait d'autres choses que ce que j'avais pu identifier de mon côté. Et puis, qu'est-ce qu'attend le groupe? La présidente dit, oui, il faut rappeler qu'il y a des dérives, il faut qu'il y ait une dimension disciplinaire, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres personnes. Donc, à noter qu'il y avait un conflit entre la responsable développement durable et le DRH. Le DRH lui dit, moi je suis le garant du dialogue social, cette évolution me coupe de mes prérogatives, vous incluez toutes les parties prenantes, et tout ça se fait de façon très implicite, hein. Ça n'a jamais été abordé comme ça, c'est des petites tensions qui se sont constituées. À noter qu'en même temps, en parallèle, existait un comité RSE, donc quand j'ai découvert ça, comment vous distinguez RSE de l'éthique, là, ah ben, c'était écologique, hein, pour le coup, c'était les déchets, politique d'achat responsable, bon. Mais bon, vous voyez bien que c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent de nos réflexions? Comment ils se positionnent? Bon. Et puis à l'automne 2012, la responsable développement durable a été rattachée, elle me l'a annoncé par un mail, auprès du DRH, celui-là même avec qui elle était en conflit jusque-là en me parlant de renaissance de la fonction responsabilité sociale. Alors moi j'ai plutôt pensé à un enterrement, mais pourtant je forme des DRH, hein, des RRH, mais je me suis dit, bon, finalement c'est lui qui a raison, il domine. Et puis le clou, c'est en janvier 2012, démission brutale d'un cadre important, celle qui présidait le comité d'éthique, la directrice des affaires médicales, gros conflit. Et en 15 jours, elle a été sortie du groupe de façon assez brutale, m'a-t-elle dit, une fois dehors. Des réflexions sur la nature même, et j'en viens finalement peut-être encore plus au cœur du sujet, sur la nature même de nos interventions. Quand on se retrouve là au milieu, donc au début, moi je suis toujours curieux de nature, donc je me dis, puis un universitaire, on en discutait avec Lise en France,
On a l'impression que plus on est isolé dans sa tour d'ivoire, meilleur on est, en étant le plus décalé possible de la réalité. Mais là, l'intervention en éthique, ça donne l'occasion de voir ce qui se passe quoi, hein, sur le terrain. Est-ce qu'il y a une réalité concrète? Bon. Donc j'étais plutôt volontaire, mais il a fallu négocier la dimension contractuelle. C'était pas du bénévolat, parce que c'était sur Paris, c'était du temps. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aboutit à ce type de relation, on se dit, bon, ben, je suis là pour répondre aux commandes du commanditaire. Donc est-ce qu'on a une liberté totale? Jusque-là, on peut toujours partir à tout moment, hein, mais jusque-là, on peut dire ce qu'on veut. Mais là, est-ce que ça peut partir totalement dans tous les sens? Quelle vision de l'éthique? Le groupe attendait quelque part ma vision de l'éthique, comme si j'allais révolutionner leurs problèmes. Avec la question de savoir est-ce qu'on arrive avec sa vision, ça dépend de la personnalité qu'on a, est-ce qu'on arrive en imposant tout ce qu'on veut pouvoir imposer, ou simplement on transmet puis on voit ce que ça donne, ses connaissances, ou alors est-ce qu'on s'adapte? Donc moi j'avais plutôt un positionnement souple en disant je vais avoir un regard extérieur et peut-être vous orienter en vous disant ce qui se passe par ailleurs, vous recadrer quand ça me semblera aller à l'encontre de ce qui pourrait être admis, mais surtout c'est vous en interne qui avez finalement, qui détenez les clés pour réussir cette démarche. Donc aboutir au consensus, c'est pas aussi simple que ça, surtout quand on est attendu pour trancher des débats en fait, c'était un peu le problème. C'est là où on prend conscience du pouvoir que l'on a. À plusieurs reprises, je me suis dit, on peut dire n'importe quelle connerie, comme je suis identifié comme le spécialiste, ils vont y aller, alors peut-être pas tous tête baissée, mais en tout cas, et puis peut-être qu'on est aussi utilisé pour faire dire un certain nombre de choses qu'en interne, on n'a pas la légitimité à porter. Voilà, on dit, est-ce que je suis manipulé? Est-ce qu'il y a quelque chose de sincère ou pas? Bon, on pose pas mal de questions. Et au fond, l'idée est de pouvoir être là pour faciliter, ça a été évoqué très très bien ce matin, faciliter un certain nombre de réflexions, aider à donner du sens, mais en aucun cas, enfin, en tout cas là c'est plutôt mon avis personnel, ne venir en sauveur de l'organisation. À chaque fois que je rencontrais des cadres un niveau important, c'est « Ah oui, on compte beaucoup sur vous ». C'est pas moi qui vais révolutionner l'organisation qui fonctionne depuis des années avec ma vision extérieure. Donc, quelles leçons pour le management? Alors, un cheminement, l'intervention en éthique, c'est, à mon avis, et puis peut-être aussi les démarches éthiques des entreprises, nécessairement long et difficile. Il est illusoire de penser qu'en 3 mois, on va avoir une charte d'éthique ou un code d'éthique. Le code, on peut toujours le récupérer ailleurs et changer le nom de l'entreprise, mais sur la dimension axiologique, c'est bien sûr très lié à ce qu'a vécu l'entreprise et à ce que souhaite mettre en avant les parties prenantes, en tout cas les collaborateurs autour de l'entreprise. D'où l'idée d'avoir une posture, une certaine modestie, à mon avis, pour l'intervenant comme pour les membres, les dirigeants et les membres du groupe. Sans modestie, on n'arrive à rien. On peut toujours dire, je vous ai écrit votre charte, elle est fantastique, et faire croire que c'est ce qui va révolutionner l'entreprise, j'y crois pas trop. Donc des écueils, bien évidemment, l'éthique manipulatoire, l'éthique pour faire comme tout le monde, l'affichage uniquement, mais c'est ce que souhaitait éviter l'entreprise, hein, c'est ce qu'ils avaient donné au départ. Je pense avec le recul que l'idée d'aboutir à un document est finalement dangereuse parce qu'on a l'impression qu'on laisse de côté tout ce qui est fondamental, et c'était très bien dit par Gilles, la dimension réflexive, en disant une fois qu'on aura le document, on aura tout résolu. On se centre sur la formalisation et après on a notre guide. Bon, les gens, au bout d'une semaine, ils oublient qu'il y a eu ce type de document. Alors, on peut être un peu dubitatif sur la durée de vie de cette formalisation, sauf si elle est bien sûr qu'un élément parmi d'autres d'un système qui, bon, si on l'actualise régulièrement et si on l'anime avec d'autres choses, si on l'utilise pour des séminaires ou des formations. Donc il m'a semblé, et je trouve c'est cohérent avec ce qui a été dit, et je crois qu'on se rejoint, même si on n'a pas du tout le même vocabulaire, et puis même si je dois paraître beaucoup trop gestionnaire pour un sociologue, mais trop peu de place laissée au débat, au vrai débat, aux débats fondamentaux en organisation. Il n'y en a aucun. Ça renvoie à la transparence, par exemple, transparence des rémunérations.
Je suis éthique parce que je peux dire que je gagne 6000 fois ce que gagne le salarié moyen. On ne s'interroge pas pour savoir si c'est 6000, 1 million, 2 fois. Bon. Et à mon sens, c'est souvent dans ce type de débat qu'il faudra aller. C'est quel est le rôle de l'entreprise en société? Est-ce qu'elle est toujours adaptée? Est-ce que quand on traite l'autre, est-ce qu'on a fait référence à l'autre quand on a mis en place nos techniques de management? Donc, nécessité d'anticiper, d'être en veille, donc pour faire référence à la veille, de chercher des indices pour être sûr que l'on comprend bien les évolutions, et puis s'appuyer sur l'expérience. L'entreprise a vécu pendant 15 ans avec un slogan qui n'a jamais été désavoué. Je pense que ça devrait être possible de faire émerger une identité commune à partir de ça. En termes de résilience de l'organisation, c'est-à-dire de résistance à l'adversité, la cohésion, les propriétés du sense-making, on retrouve, c'est pas forcément surprenant, mais souvent les constats que fait Weick lorsqu'il travaille sur des situations de crise, et notamment la qualité des échanges continus nécessaires pour aboutir à une vision commune, à une posture commune. Mais j'en ai déjà trop dit. Donc en conclusion, je voulais vous faire partager cette réflexion très introspective sur la construction de la réalité, le lien entre l'organisation et son environnement, la responsabilité de l'intervenant dans la construction du sens, et je suis à votre écoute pour prolonger, si vous avez des questions, cette présentation. Merci de votre attention. Qui est-ce qui est à l'origine, dans les cas que j'ai présentés? En fait, à l'origine, il y avait... L'initiative venait en fait des actionnaires, dans les deux cas. Il y avait, pardon? L'initiative de créer un comité éthique et de faire cette démarche, ou de développer une sorte de démarche d'entreprise responsable, venait des actionnaires. Ici, dans ce cas-là, ça vient du directeur général apparemment. Qui est-ce qui est à l'origine et comment, qui a constitué cette équipe? Elles semble très très large au départ. Ça vient du dirigeant, c'est lié au contexte, alors je n'ai pas insisté là-dessus, au contexte d'évolution, changement de statut, dimension mondiale. Le groupe est passé d'une dimension française à une dimension mondiale, et je pense qu'il y avait une attente de la part des partenaires de l'entreprise dans le reste du monde par rapport à ces questions-là. Et sur la composition du groupe, je pense que c'est la directrice des affaires médicales en lien avec la responsable développement durable qui a voulu avoir une logique partie prenante interne, quoi. Qui on peut y mettre. Certains y sont venus parce qu'ils étaient volontaires lorsqu'ils ont entendu parler de la démarche. C'est un peu du bricolage, hein. C'est du bricolage. Il n'y avait pas de on va dire, cahier des charges au départ. C'est venu chemin faisant. Alors par rapport à ça, à ce côté bricolage, c'est intéressant de voir, quand je dis que parfois on est vu comme le sauveur, on a eu un contact, après 3 mois de silence, elle a repris contact en me disant « Bonjour, est-ce que vous savez s'il y a de nouvelles tendances en matière de formalisation de l'éthique ?» En 3 mois, non, je crois pas, non. Non, c'est vraiment cette volonté d'avoir le sauveur de l'extérieur là, qui dit « Ah ça y est, c'est ça qu'il faut faire maintenant. » Bon, ce qui m'apparaît un peu surprenant, évidemment, dans cette expérience-là, c'est bon, d'abord la longueur, l'imprécision, le flou continu. Et qui assumait le leadership de la démarche dans l'organisation? Est-ce que ce leadership-là était campé clairement? Et parce que d'autant plus que la formation du comité, bon, on sait effectivement... bon, tu l'as dit, il y a dû, parce que tu es arrivé en cours de route, hein, donc il y a dû y avoir certaines tractations à l'interne et tout pour la formation. En même temps, là, tu viens de dire, il y a des gens qui, je pense, se sont ajoutés aussi en cours de route. C'est un peu un bar ouvert, hein, après ce que je peux comprendre. Je comprends bien l'idée de l'importance de la collaboration d'un ensemble de personnes dans l'organisation pour construire, pour aller de l'avant avec une démarche comme celle-là. Mais encore là, on ne peut aller de l'avant que dans la mesure où il y a une direction où on souhaite aller. Et non seulement ici une direction de dire on doit remplir un vide qu'on a provoqué il y a des années en adoptant cette devise, mais à quelle fin remplir ce vide-là?
Et donc, d'où ma question du leadership. Et il s'est manifesté comment? Et est-ce que la grande lacune était là ou ailleurs? Comment tu... Oui, je pense que ce que j'ai pas signalé, c'est qu'au bout de 3 ou 4 réunions, justement, le groupe a souhaité lui aussi avoir des éclaircissements et a saisi le dirigeant. Et donc, c'est à une fois le processus déjà engagé que le dirigeant est venu réaffirmer devant le groupe, avant qu'il fasse appel à moi, l'importance pour lui de l'engagement et de l'écriture de cette charte. Mais il n'a pas donné d'autres directives sur le contenu, sur la façon de l'animer. Et bon, c'est resté finalement un objectif très artificiel et une démarche. Je pense que l'erreur, au-delà du leadership, l'erreur, c'est sans doute de ne pas de s'être focalisé trop sur le document lui-même, plus que sur la mise en place d'une politique éthique. Et de ne pas avoir bouclé avec tout ce qui se passait du côté RSE, la politique d'achat, un certain nombre de productions d'un rapport. Et donc, la personne pivot, c'est la responsable développement durable qui assure le secrétariat des 2 comités, qui échange avec le dirigeant. Et puis, on va dire le vrai leader, c'est la directrice des affaires médicales jusqu'au moment où elle a été débarquée. Et bon, ça, j'ai pas forcément pu analyser la nature des liens entre le dirigeant et elle, mais il y avait certainement des conflits importants dans la manière de conduire la démarche, en tout cas d'aboutir à quelque chose. Elle était plus sur le registre disciplinaire et la responsable développement durable sur le registre axiologique. Merci. J'inflige une question supplémentaire. Non. Je trouve ça très, très intéressant, mais bon, en me faisant un peu l'avocat du diable, ce que tu nous as présenté, au bout du compte, c'est ce qu'on pourrait appeler une démarche comme si. Comme si c'était une démarche éthique, un asif, si j'ose dire. Bon. Et donc, au bout du compte, je vais me placer dans une perspective optimiste façon Goethe. Parce qu'il me traite de pessimiste. Et donc, je dis, au bout du compte, puisque ce truc-là s'est planté, quoi, la charte, elle n'est pas diffusée, le responsable de la démarche, il est au placard, enfin, c'est ce que tu nous as dit. Les participants, ça s'est évaporé. Bon. Et du coup, est-ce que ça n'aurait pas produit, malgré tout, quelque chose de différent en contrebande et dans cette hypothèse optimiste, quoi donc? Oui, alors on dirait, pour l'instant, on ne peut pas être définitif. J'évoquais en amont le côté ambigu, c'est-à-dire peut-être qu'elle va sortir dans 15 jours à grand renfort dans un communiqué de presse, et que le document existe et il est prêt. Et donc à ce moment-là, on dirait qu'il y a au moins la production de quelque chose. Et pour l'instant, il ne reste que des processus de réflexion, en tout cas que des échanges entre des membres du groupe, là, du comité. Et puis, bon, ça a été évoqué en comité de direction. Il y a, on va dire, au cours de l'année 2011, le CODIR a félicité chaleureusement le comité pour l'avancement remarquable des travaux. Ça, c'est le côté positif. Si on évoque l'idée qu'il y a un apprentissage organisationnel à traiter d'éthique, sans doute qu'on peut y trouver un aspect positif. C'est-à-dire, la prochaine fois, ils seront peut-être un peu moins désastreux. Peut-être que je prends ma part de responsabilité aussi, en disant je n'ai pas su accompagner, mais ma mission, elle a été, c'était mené à bien, c'était accompagner un document, et le document a été élaboré. Et ensuite, ça m'échappait. Et c'est après, parce qu'on a gardé des liens, des liens amicaux avec la responsable développement durable, qu'elle a pu me mettre au courant de la suite. Sinon, j'aurais pu partir la conscience tranquille en disant j'ai fait mon job, j'ai aidé un grand groupe à mettre en place une charte. Alors j'aurais pu taper de temps en temps sur Google pour voir si elle sortait, puis j'aurais dit elle est peut-être confidentielle, ça se voulait pour l'extérieur, mais ils la gardent pour eux, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est. Mais je suis d'accord que comment on pourrait dire, au cours de l'ensemble du processus, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que. C'est pour ça que je disais destruction de sens, c'est-à-dire qu'au fond, 2 ans après, certains qu'on en sache beaucoup plus sur ce qu'on doit faire quand on doit mettre en place une démarche éthique pour ceux qui sont dans le groupe. Donc il y a une certaine ambiguïté par rapport à ça. On peut imaginer qu'il y ait des leçons prises pour dire on fera plus comme ça la prochaine fois, on fera autrement.
j'en suis pas totalement certain. J'ai vraiment, je reviens sur la question de l'actionnaire, parce qu'en fait c'est quand même une drôle d'histoire. On a une société anonyme là, une statut d'entreprise privée, mais en fait l'actionnaire c'est l'État. Donc en fait, l'actionnaire dominant, oui. Mais du coup, quelle est la pression de l'actionnaire là-dedans? En fait, c'est-à-dire que si jamais il y a un scandale et il y a, disons, une perte de réputation, il y a l'actionnaire qui perd ses sous, c'est l'État. C'est pas la même chose que concerne l'actionnaire privé. Et donc on a là une genre d'ambiguïté dans le statut même de l'entreprise, où en fait où la pression pour, je sais pas, la dame qui a été virée, la responsable des affaires médicales, est-ce qu'elle a été virée parce qu'il y avait un manque de résultats au niveau des objectifs, comme ce serait le cas? Ben voilà, donc on est dans un genre d'ambiguïté aussi au niveau du statut de l'entreprise. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une charte éthique d'entreprise privée dans un groupe qui est en fait quasi public, en fait. Oui, qui a vraiment un fonctionnement très particulier. Les fournisseurs, c'est les gens qui donnent leur sang, hein, donc c'est gratuit. Alors, et on l'a évoqué avec les deux personnes, ça a été évoqué mais c'est aussi très complexe, très spécifique. Puis en plus, depuis 2011, certaines subtilités m'ont échappé, parce qu'à chaque fois, la directrice des affaires médicales, qui était jusque-là un pilier de l'entreprise, pouvait me dire, bon, en fait, ça... Par exemple, quand on a parlé des parties prenantes, c'était très gênant, parce que, alors j'ai plus en tête la raison, mais ils parlent déjà de parties prenantes, et pour eux, les parties prenantes, c'est pas les stakeholders au sens où on l'entend nous, quoi. Donc, voilà, il y avait plusieurs choses comme ça. Par contre, ce que je sais a priori, c'est que la pression, elle venait pas de l'État, en fait. Hein. Sur ces aspects-là, l'État est extérieur. C'est des représentants qui assistent et qui... Pourtant, c'est quand même un domaine sensible, y compris du point de vue des pouvoirs publics. Oui, totalement. Mais l'exercice d'aboutir au document, là, on va dire, c'est presque sain. C'est pas l'idée qu'il y ait un document qui va permettre de se prémunir de tout scandale, en fait. Donc, une question ici à l'arrière. Oui, en fait, un petit commentaire puis une question. Je trouve ça très intéressant ce que tu viens de nous présenter, parce qu'il me semble que ça reflète très bien la mode actuellement dans les entreprises. Tu nous as présenté l'éthique, la RSE, le développement durable. Tu aurais rajouté l'économie sociale là-dessus. C'était très, très trendy. Là. Tout le monde veut ça, on veut figurer là-dedans. On ne sait pas ce qu'on va faire avec. C'était visiblement ce que tu nous disais. L'entreprise ne sait pas trop ce qu'elle va faire avec ça, mais il faut mettre ça sur la table. Alors, personnellement, quand je t'écoutais, je trouvais que c'était intéressant et c'était un reflet de... si ton constat d'échec ou si ça peut te rassurer, de ce qu'on voit aussi beaucoup au Québec, d'entreprises qui lèvent la patte en disant, la main en disant, il faut faire quelque chose parce que tout le monde le fait, on ne sait pas quoi faire, mais on va y aller quand même. Alors, on y va sans trop savoir ce qu'on fait. Question ensuite de ça, ça va un peu dans le sens de la perspective optimiste aussi. Est-ce que derrière tout ça, malgré l'échec, on pourrait conclure que malgré tout, la démarche est intéressante en ce sens qu'elle questionne deux choses, qu'elle questionne les pratiques à l'intérieur de l'entreprise, même si elle le fait de façon maladroite, d'une part, et d'autre part, si elle permet l'amorce d'une cohésion au sein de l'entreprise. Oui, je pense que c'est... Quand on regarde à l'aune du produit, si on s'intéresse à la charte elle-même, on dit, ça, c'est un échec. Mais sur la manière de mettre sur le devant de la scène ces thèmes, c'est un succès. C'est-à-dire que jusque-là, c'est... on dit tous que c'est très important, mais on n'en débat pas, ou on n'essaye pas de mettre quelque chose derrière, ou c'est tenu pour acquis. Et au fond, c'est presque rassurant de voir que l'organisation se confronte à la complexité d'une démarche éthique. Quand on est de l'extérieur, c'est quand même pas aussi simple que de dire en 15 jours, j'ai un document, ça va discipliner merveilleusement tout le monde on suscite l'adhésion, c'est fantastique. Ça paraît illusoire. Donc il y a j'évoquais l'idée d'apprentissage. Ça montre en tout cas qu'il y a une nécessité pour les organisations de se positionner et d'impliquer l'ensemble de leurs parties prenantes autour de ces questions. Pas seulement les entreprises, peut-être pour lesquelles c'est plus facile de ne faire que de l'affichage. En tout cas, c'est jamais simple. Hein.
on est dans un contexte spécifique, mais aucune entreprise ne peut communiquer facilement sur ses engagements éthiques. C'était très bien évoqué par Gert. Il y a des dilemmes de toutes sortes qui surviennent, des gens qui sont prêts à aller divulguer des choses que jusque-là on laisse de côté. Et bon, ça veut dire que du coup, on ne peut pas, on peut pas évacuer cette question. Donc ça réapparaîtra. Alors le comité RSE, il subsiste, hein, il existe, et autour de l'impact écologique de l'entreprise, de toute façon, il y a eu des choses de fait. Ça reste très positif. Et puis, il y a des réflexions que j'évoquais en amont sur le fait d'engager des moyens dans tel ou tel type de pathologie. Est-ce que si c'est pas rentable, on n'y va pas, ou, bon, quand on est une organisation dans le domaine médical, c'est quand même fondamental. Donc voilà, c'est très riche d'interrogations. C'est pauvre en réponses, mais très riche en questionnement. Donc c'est pas de la réflexivité fondamentale, ou sans doute au sens où on peut l'entendre, mais c'est déjà quelque chose, c'est un point de départ positif, quoi. Est-ce que tu as eu à participer à d'autres démarches d'accompagnement de telles démarches qui se seraient soldées, non, par... Moi, je cherche le positif, je ne l'ai pas encore trouvé, malgré là, ce que tu viens d'énoncer. Parce qu'en même temps, peut-être, un peu contrairement à André, là-dessus, je dis oui, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans l'organisation, mais en même temps, ce quelque chose-là, s'il conduit à une absence de prise en charge par un groupe ou quelqu'un de responsable qui permet de donner vie à cette démarche-là, c'est-à-dire de lui donner un peu de souffle et de faire en sorte qu'elle prenne corps dans l'organisation et qu'elle fasse sens dans l'organisation. Moi, parfois, je crains au contraire que ça ait des effets plutôt de développer davantage de cynisme par rapport à tout ce qui peut relever de l'éthique dans l'organisation. Je le craindrais, moi, très, très fortement. Mais ma question, bon, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des entreprises qui ont fait ce type de démarche et qui se sont saisies ensuite de cette éthique formalisée pour en faire autre chose qu'un simple document d'apparat, de vitrine? Oui, alors là, par contre, moi-même, des accompagnements de ce type, j'en fais assez peu. Je l'avais fait pour un groupe pharmaceutique déjà il y a une douzaine d'années. J'avais d'ailleurs publié un article dans la revue Gestion sur l'expérience du groupe Fournier, là, sur l'instrumentalisation des valeurs. Et à l'époque, j'étais plus jeune, mais moins centré là-dessus, mais il y avait déjà pas mal d'ambiguïté. C'est un groupe qui a totalement explosé après, en fait. C'était un groupe... Sans que je sois responsable. Un groupe familial qui avait inventé la molécule pour le lipentyl, là, donc du cholestérol, le traitement du cholestérol. Et le fondateur, à plus de 92 ans, a lâché les rênes, et après... Le groupe s'est émietté, certaines parties ont été rachetées par d'autres. Donc ça existe encore, mais avec une envergure moindre. Et à l'époque, justement, le défi, c'était c'était centré sur les valeurs, parce qu'il fallait trouver une culture commune à des collaborateurs qui produisent le lipentyl, là, un médicament qui traite le cholestérol, des adhésifs, notamment qu'on utilise dans la construction automobile, et puis il y avait des pansements. Donc voilà, c'était très difficile, tout localisé à Dijon. Et donc par contre, au-delà de ça, je crois que en France, il y a des entreprises pour lesquelles, c'est plus quand j'étais doctorant que je les avais interrogées, et je continue à suivre leurs avancées, à rencontrer parfois certains responsables, certains éthiciens. Il y a des entreprises qui progressent dans ce domaine. Je pense que Lafarge, ils étaient dans les tout premiers. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir qu'au fur et à mesure des années d'expérience, la charte voit son volume réduire. C'est 40 pages, puis 30, puis 20, puis 5. Bon. Donc il y a un apprentissage dans ce domaine. Je pense Danone aussi, quelque part, à un certain savoir-faire dans Ils ont d'ailleurs des valeurs qui sont assez originales quand on les compare à d'autres entreprises. Donc, c'est une excellente question. Ce serait intéressant de trouver, par une étude chronologique, de comparer, de voir ce qui assure la survie,
finalement du questionnement de la démarche éthique, quel que soit le dirigeant, quel que soit le contexte, parce que Danone a survécu à la crise LU, là, en 2001, et déjà, ils produisent un rapport depuis 1997. Il reste toujours, finalement, une entreprise... bon, il y a pas mal de communication autour de ça, mais ça a été évoqué avec le Bangladesh ou d'autres aspects, mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir mieux explorer sur une durée plus importante et voir ce qui crée le fait que ça prend ou pas. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est vraiment intégré, enfin on a l'impression que c'est pas uniquement de l'affichage, et d'autres on peut douter. Mais moi j'ai une vision, quand je parle d'ambiguïté, j'ai toujours une vision consensuelle en disant c'est pas complètement artificiel, même quand on veut introduire quelque chose totalement de façon artificielle, je peux imaginer qu'il en reste quelque chose quelque part. C'est-à-dire que les collaborateurs eux-mêmes, ceux qui ont envie de croire aux histoires que raconte l'entreprise, ils vont peut-être se saisir du truc pour faire avancer par la suite la réflexion. Donc, mais c'est un côté naïvement optimiste. On avait une dernière intervention. En fait, moi, je me demande, en toute amitié, si pour faire du sens, est-ce que l'on fait du sens à partir de l'ambiguïté ou bien d'une enquête bien élaborée qui inclurait à un moment donné l'ambiguïté comme perplexité. Donc, pour problématiser notre enquête, en fait, on va faire le tour du thème, on va voir nos perplexités, les différentes pistes et puis les résultats. Donc, je me demande si on n'aurait pas intérêt à revenir au paradigme de l'enquête qui, lui, inclurait l'ambiguïté comme concept secondaire. Oui, c'est une question difficile et il peut y avoir un caractère tautologique du genre, je sais, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est forcément un processus qui est complexe, qui soulève beaucoup de questionnements. Donc, je m'intéresse à l'ambiguïté, je vais aller voir en quoi c'est ambigu. Bon, on trouvera ça dans beaucoup de contextes et donc je suis d'accord sur le fait que ça puisse être un peu biaisé par rapport à ça. Je pense quand même que les évolutions, le fait que ça soit encore pas sorti, le départ de la présidente du groupe, ça je l'imaginais pas au départ. Donc c'est pour ça que je parle de regard rétrospectif. C'est au moment où on s'intéresse à la chose, moi je me pose souvent des questions. Donc je me dis, est-ce que c'est cadré? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour répondre à la demande, on a aussi besoin de savoir, quand j'ai rencontré le groupe, de mieux... Mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Et donc, les ambiguïtés, elles ont pris de l'ampleur au fur et à mesure où, au lieu de se réduire en disant, par des ajustements, pas continus, mais plusieurs interactions, on va réduire la complexité et aboutir à quelque chose de consensuel, on a vu l'inverse. Ouais, je dirais un peu ça. Et c'est plutôt ça on aurait très bien pu imaginer qu'il y ait beaucoup d'ambiguïté au départ et que le groupe s'autorégule, se canalise, que le dirigeant finalement soit après plus directif pour qu'on lui soumette des débats qui tranchent et que le sens se crée à partir de ça. Et là, au contraire, c'est resté inachevé, ambigu. Donc... Oui, simplement en rebondissant sur les deux dernières interventions, celle de Luc et la dernière, c'est de me poser la question de savoir dans quelle mesure le groupe a eu à statuer ou à réfléchir sur des problèmes effectivement rencontrés. Parce que dans l'exposé, on peut avoir l'impression... si, parce que en fait, c'est sûrement un des problèmes qui était évoqué de façon sous-jacente par Luc. C'est que le groupe a sans doute bénéficié d'une trop grande liberté, quelque part. Chacun peut dire, freiner dans son coin, dire il ne faut pas faire ça, au détriment de la production de ce qui était attendu, la production commune. Et je pense qu'au contraire, l'expression a été libre dès le départ, alors même dans les comptes rendus de ce que j'ai manqué, des réunions où je n'étais pas présent, pas mal de choses étaient évoquées. Clairement, peut-être la nuance, c'est l'engagement réel du dirigeant. Ça, c'est
pas facile, je pense, à aborder dans un groupe comme ça. Mais sur les tâtonnements du contenu, qu'est-ce qu'il faut y mettre et comment, on a même passé, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais des heures à tout reprendre, responsabilité par responsabilité, pour être sûr que tout le monde comprenait la même chose, à reformuler. Donc il y a eu un gros travail, ce qui conduit à de la déception au final. J'imagine, il faudrait que je puisse aller interroger les membres là 2 ans après pour voir quelle est leur perception de tout ça. Mais une volonté au départ, un enthousiasme fort qui est retombé en voyant que ça aboutissait à rien. Mais quelque part, le lien s'est pas fait. À mon sens, le lien s'est pas fait. Merci. Peut-être une main d'applaudissement pour les 5.